Roule, le club automobile ouvert à tous, présente Sud Radio, on parle auto, Laurence Perrault, Jean-Luc Moreau. Et on parle auto sur Sud Radio. Salut l'ami Jean-Luc. Bonjour Dame Laurence, bonjour à tous les auditeurs. Alors un gros bisou à tous ceux qui sont sous les orages là, parce que ça commence à taper dur sur l'ensemble de la France et particulièrement du côté du sud-ouest. On espère que ça va bien se passer. Donc, soyez prudents sur la va. route d'ailleurs. Pour l'instant ça va. Oui, pour nous, mais tu sais qu'on n'est pas la France encore C'est entièrement, vrai, même si on y travaille, surtout sur Sud Radio. Allez, au programme de la journée, enfin tout du moins de notre émission, on va parler de ces fameux PV de moins de 5 km/h. Alors avec la question, faut-il supprimer la perte de points pour les petits excès de vitesse de moins de 5 km/h en ville? En ville, parce qu'on avait déjà évoqué le sujet. Au vu des chiffres de la sécurité routière de l'année dernière, qui sont sortis cette semaine d'ailleurs, on peut se poser la question. On verra ça avec Rémi Jossaume, notre avocat spécialisé dans le droit routier. Évidemment, vous êtes les bienvenus, on vous attend. Manu, le beau Manu est au standard. Oui, mesdames, le très beau Manu vous accueille au 0826. C'est pas grave. C'est pas grave parce qu'il y a la présence, tu sais quand même, qui transpire. La présence, pas Manu. 0826 300 300 pour nous rejoindre dans l'émission. Posez vos questions ou tout simplement également par mail. Je participe @sudradio.fr. On tenait à vous remercier également car les podcasts de l'émission On parle auto rencontrent un franc succès sur YouTube. Évidemment sur le YouTube de Sud Radio, comme beaucoup d'émissions de l'antenne. Donc on est ravis. Merci à vous. On vous engage d'ailleurs, à communiquer auprès de vos amis pour les inciter à écouter au moins une fois un podcast. Et puis après ça s'écoute comme on suit une série. Oui, c'est ça. Voilà. En parlant de série, j'ai même un auditeur qui m'a dit j'ai enfin retrouvé. Vous étiez avant sur une autre radio, je vous écoutais tout le temps. Je vous ai retrouvé. Top. Et je suis en train de rattraper mon retard. Je me fais tous les podcasts. Super. À la suite et je vais bientôt être en direct. En parlant de série, l'ami Jean-Luc, la série L'essai de la semaine sera consacrée à quoi? Un véhicule hybride, le Lexus NX 350H. Alors pas hybride rechargeable. Et dans la foulée d'ailleurs, on parlera des trophées de l'AMAM. Qu'est-ce que c'est? Alors c'est pas, je suis pas allé faire un hammam cette semaine. Je participais à ces trophées. Sud Radio participait à ces trophées. C'est l'association des médias automoto qui distribue des prix, alors qui concernent les véhicules électriques ou hybrides rechargeables. Eh ben très bien. Et mon petit rendez-vous que j'adore, les Classic Cars, on va parler des 60 ans de la MGB. Oui, c'est ce week-end. Et si vous êtes à Beaune, alors voilà, en plus c'est à Beaune. Non mais moi j'y vais à Beaune. On y va? Voilà. Après? Oui. Ok. Parce qu'il n'y a pas que la MGB à Beaune. Oh là là, super Bourgogne. Allez, c'est parti, on parle auto avec vous. On vous attend évidemment, vous êtes déjà nombreux à nous rejoindre également sur la page Facebook de Sud Radio, puisque vous savez que vous êtes nos co-animateurs en direct. On vous attend, à tout de suite. Sud Radio, on parle auto et de sécurité. Avec Sécuritest, prenez rendez-vous en ligne pour votre contrôle technique dans un de nos 1000 centres sur securitest.fr. On en a déjà parlé il y a à peu près 15 jours de cette histoire de 5 km/h. Faut-il supprimer la perte de points pour les petits excès de vitesse? Mais là, cette semaine, la question se repose pour ces fameux excès de vitesse en ville. Exactement, et on a avec nous Maître Rémi Jossaume, avocat au barreau de Paris et président de l'Automobile Club des avocats. Bonjour Rémi. Bonjour Laurence, bonjour Jean-Luc. Et alors contrairement à ce qu'on pouvait imaginer, vous avez dit ok pour la suppression de la perte de points, mais pas en ville. Alors que d'habitude, vous êtes plutôt dans le sens des automobilistes. Alors, vous pouvez nous expliquer pourquoi ce revirement, Gérard Darmanin vient dîner chez vous? C'est ça? En ce moment, je crois qu'il a autre chose à faire. Mais... Non. Il parle de football, c'est ça. Bon, Jean-Luc, on se connaît, vous savez un petit peu l'objectivité qui est la mienne d'une manière générale. C'est vrai. Et dans ce milieu en particulier, c'est vrai qu'on a tous été un peu surpris par cette annonce de l'étude par le ministère de l'Intérieur de ces retraits de points. Moi, j'ai dit dès le départ que c'était pas une concession que le ministère faisait aux automobilistes en tant que tel, c'est un problème de gestion et de traitement des infractions, et je pense que le ministère de l'Intérieur est totalement débordé par le traitement de ces petits excès de vitesse qui représentent, vous l'avez rappelé la dernière fois, plus de 50% des excès de vitesse. Ouais. Et ce qui m'a un petit peu alerté, c'est d'entendre en fait les positions des intervenants sur ce sujet. Vous avez d'un côté les défenseurs des automobilistes qui, eux, veulent une dépénalisation complète la plupart du temps quand on parle de ces sujets-là, c'est-à-dire pas de perte de points, pas d'amende,
et ne font absolument aucune distinction entre excès de vitesse en ville ou hors ville. Et de l'autre côté, les associations de victimes ou de prévention routière, qui disent c'est la porte ouverte pour les excès. Qui ne veut rien entendre. Personne n'est exactement au milieu. C'est la position que vous avez prise en fait. Et qui disent, pour terminer, il n'y a pas de petits excès de vitesse, alors que ce sont les mêmes qui vous expliquent qu'il y a des grands excès de vitesse. Bon, une fois qu'on a dit ça, effectivement, moi je me suis interrogé sur cette question-là et ma position a toujours été la même. Je suis rapproché d'un député qui est très sensibilisé à cette question et on est arrivé à la conclusion suivante, c'est que cette mesure ne passera pas s'il n'y a pas un juste milieu, un équilibre à trouver, et cet équilibre me paraît, comme pour Pierre Morel-A-L'Huissier, qui est le député qui vient de déposer cette proposition de loi, me paraît très modéré. C'est de dire que bien évidemment c'est une excellente mesure sur l'autoroute, sur les voies secondaires. Je pense que objectivement on peut peut-être préciser, Rémi, mais vous le savez mieux que moi, que la France est le pays le plus dur au monde en matière de tous ces excès de vitesse quand même. C'est le seul État en Europe qui sanctionne les petits excès de vitesse d'une perte de points. Bon. Voilà. Et je pense que et d'une amende. Les autres commencent excusez-moi maître, les autres commencent à peu près à... ça dépend des pays, mais ils commencent à plus 10, d'autres à plus 20. Donc c'est vrai que c'est un petit peu très différent selon les pays. Et on s'est dit, mais cette mesure ne passera pas en l'état, et on ne peut pas accepter, me semble-t-il, que quelqu'un qui roule à 59 en ville soit totalement dépénalisé de son infraction. C'est-à-dire que je pense que la ville, c'est l'endroit le plus dangereux, bien évidemment. C'est là où on va rencontrer des usagers vulnérables, des piétons, des cyclistes, des trottinettistes, et on ne peut pas, me semble-t-il, effectivement, donner le signal que pour ces infractions en ville, il y aurait une dépénalisation complète de l'infraction, voire un relâchement qui consisterait, pour ces infractions en ville, à supprimer le retrait de points. Ça tombe sous le bon sens. Alors je vais me faire l'avocat du diable. Non. Tiens, j'aime bien. Ça vous va bien. Ouais. Ok pour ne pas supprimer la perte de points pour les excès de vitesse en ville, mais à une condition, c'est que les limitations de vitesse soient adaptées à la circulation. Quand on est sur un boulevard où il y a 4 voies, alors il y en a assez peu, je sais, mais où c'est limité à 30 km/h et qu'on est pris à 31 km/h à un moment, en pleine nuit par exemple, où il n'y a pas un chat, quelque part, on a le sentiment d'être verbalisé un peu excessivement. Excusez-moi, l'ami Jean-Luc, une loi, elle est pour tout le monde à tout moment. On ne va pas commencer à faire la nuit, le jour. Mais pour respecter les lois, il faut qu'elles soient comprises. Or, parfois, si demain je limite l'autoroute à 10 km/h, tout le monde va être en excès de vitesse. Et pourtant, on aura beau dire c'est la loi, faut surtout que respecter. Personne ne la prendra plus. Voilà. Maître Jossaume. Oui, Jean-Luc, vous faites très bien l'avocat du diable, effectivement, ça vous va très bien. Je vous vois par internet les cornes qui poussent. Non, mais vous avez raison, mais c'est une autre facette de la problématique, c'est un autre sujet, pour être très clair. Je pense qu'effectivement c'est un autre combat, c'est la problématique des excès de vitesse qu'on appelle un peu piège à con ou piège à fric, tout ce que vous voulez. Là-dessus, il n'y a pas de difficulté. Et effectivement, le 30 km/h en ville, à certains endroits, je l'ai déjà dit, est un non-sens. Par contre, harmoniser cela dans les zones où il y a des zones de rencontre avec des piétons, des zones scolaires, etc., il n'y a pas de difficulté. Ça, c'est un autre sujet, mais vous avez raison, on peut peut-être les associer dans la réflexion. Voilà. D'accord. Vous pensez que, très sérieusement, parce que vous nous avez dit, vous avez rencontré le député qui a fait ce projet de loi, vous pensez que ça peut passer vraiment? Parce qu'on en parle beaucoup, mais en fait, on ne sait pas d'où ça sortait. Ouais. Exactement, on ne sait pas du tout. Peut-être les mauvaises langues disent qu'il y a des élections qui arrivent, peut-être, je ne sais pas. C'est pas que les mauvaises langues, je crois qu'il y a des élections qui arrivent. C'est vrai. Mais encore une fois, très honnêtement, je pense que le fond du sujet, c'est le traitement des PV. Je pense que le ministère de l'Intérieur, encore une fois, il est totalement dépassé par cette gestion-là. Ça peut passer par deux manières. La première, la plus simple, la plus efficace, la plus rapide, c'est comme pour les 80 km/h, c'est un décret du ministère de l'Intérieur. Le décret est signé lundi, c'est publié mercredi et c'est terminé. On exclut de la liste des infractions à points ces excès de vitesse-là. Donc c'est très rapide. L'autre possibilité, s'il y a une résistance du ministère de l'Intérieur, eh bien c'est par la loi, effectivement, on peut prévoir, et c'est le sens de cette proposition de loi, que ces petits excès de vitesse soient exclus
exclus des sanctions prévues par les excès de vitesse du code de la route. Donc on a deux leviers possibles. Une question qui n'a rien à voir avec l'automobile, même si on parle auto sur Sud Radio de midi à 13h30, mais on est par exemple de plus en plus sur des villes à 30 km/h. Et on sait qu'il existe des trottinettes qui ont des motorisations qui permettent d'aller beaucoup plus vite que 30 km/h. Est-ce qu'elles peuvent être prises en PV? Non. Et les vélos? Parce qu'on a des garçons et des filles qui savent faire du vélo très vite et qui vont bien plus vite que 30 km/h. Quid Maître Jossaume? Sur les trottinettes, quand on a un véhicule qui dépasse les 25 km/h, c'est un véhicule qui doit être réceptionné, homologué et qui doit faire l'objet d'une immatriculation. Ça, c'est la loi aujourd'hui. On ne peut pas se balader avec une trottinette à plus de 25 si il est assimilé à un véhicule terrestre à moteur. Donc, vous pouvez prendre la moitié des trottinettes qu'il y a sur le parc parisien et les retirer, puisque la moitié sont illégales. Sauf celles en location qui sont bridées. Alors celles en location ont été bridées à 20 km/h. Exactement. Bien sûr. Mais pour répondre à votre question, bien évidemment, vous aurez toujours des usagers qui commettront des infractions en vélo ou par d'autres moyens de transport et qui ne seront pas verbalisés parce qu'on ne peut pas les verbaliser, bien évidemment. J'ai jamais vu un cycliste, sinon alcoolisé ou sous stup, répondre de ses actes devant un tribunal, mais jamais pour un excès de vitesse, bien évidemment. Donc vous aurez toujours cette distorsion entre celui qui est facilement verbalisable et celui qui échappera quasiment toujours à la sanction. Alors moi j'imagine un cas de figure, je suis dans une rue en descente dans une ville où c'est limité à 30, je me fais dépasser par un vélo qui se fait flasher, lui il a rien, moi je passe derrière, je suis à 31 et j'ai un PV, un retrait de points. Donc quelque part, on se dit... Bien sûr, vous aurez un retrait de points, Jean-Luc. Mais après, c'est une philosophie qu'on accepte ou qu'on n'accepte pas. Nous ne disons pas que nous détenons la vérité. Nous mettons sur la table un outil de réflexion parce que, en l'état, entre les extrêmes, j'allais dire, cette proposition ne passera jamais. Voilà. Moi, je le pense comme je vous le dis comme je le pense. Elle passera jamais s'il n'y a pas une appréciation un peu objective des choses. Et je suis intimement convaincu que ça va passer, mais que les villes ne seront pas concernées. On a Stéphane, qui est le troisième animateur de cette émission sur Sud Radio. Bénévole, on va le préciser. Bénévole, pas comme vous? Bah si. Ah, voilà. Donc comme nous, qui pose une question qui n'a rien à voir, qui dit l'Allemagne va interdire les vitesses illimitées sur les autobahns. Est-ce que c'est, selon vous, une volonté européenne? Vous avez entendu parler de ça? C'est une volonté écologique plus qu'autre chose, pour limiter les émissions de CO2. De toute façon, d'ores et déjà, alors moi pour circuler souvent en Allemagne, je peux vous le dire, les autoroutes allemandes à vitesse libre, il y en a de moins en moins parce que comme il y a beaucoup de trafic, la vitesse est limitée. Il y a des portions qui sont libres quand il y a peu de trafic et ensuite la vitesse est limitée à 130 km/h ou à 100 km/h quand il y a plus de trafic. Donc les autoroutes absolument libres en Allemagne, on roule à 300 km/h. Franchement, il y en a pratiquement plus. Bon, ben voilà, faites comme Stéphane, vous nous rejoignez aussi sur la page Facebook de Sud Radio. Vous serez nommé, Rémi Jossaume. Vous serez le co-animateur de cette émission. Salut Rémi, salut Maître Jossaume. À bientôt, bonne fin d'émission. Merci à vous, avocat spécialisé en droit routier. Allez, dans quelques instants, on va vous accueillir. Peut-être pas, d'ailleurs, parce qu'on me dit qu'on n'arrive pas à joindre notre auditeur qui voulait poser une question, qui a appelé le standard ce matin, mais on a la question. Donc on va la poser pour lui, si on n'arrive pas à le joindre d'ici là. Et vous n'hésitez pas. Question à poser, voiture à choisir, question pratique auto, 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. Oul, le club automobile ouvert à tous, présente Sud Radio, on parle auto, Laurence Perrault, Jean-Luc Moreau. Et je vous rappelle aussi que vous pouvez nous joindre à tout moment au 0826 300 300, nous écrire par mail. Je participe @sudradio.fr en mettant bien on parle auto dans le corps de votre mail et dans l'objet surtout, et puis vos coordonnées complètes, y compris le numéro de téléphone pour poser vos questions. D'ailleurs, le 0826 300 300, ce numéro de téléphone que je vous propose de connaître par cœur, car avant la fin de notre émission, l'ami Jean-Luc, nous allons offrir des places VIP, magnifiques places pour aller vivre le week-end du 18 et 19 juin prochain, les fameuses courses camions de Nogaro. C'est un grand événement, c'est assez incroyable. Donc restez bien à l'écoute de Sud Radio. Nous avons reçu un appel de Curien, on a essayé de le rejoindre depuis ce matin, mais a priori... il a peur de batterie sur son téléphone, le garçon. Curien, c'est un prénom assez original. Il aurait pu s'appeler Voirien, ni rien. Non, c'est Curien, pardon. Je vous sollicite concernant un problème de toit escamotable sur une Peugeot 206 CC. Donc la cabriolet. La semaine dernière, il refusait de se fermer. Un coup de peau, il fait beau. Mais oui, aujourd'hui, il y a de l'orage. Et il refusait de se fermer. J'ai tout essayé en regardant les tutos sans succès. J'ai sollicité Peugeot. Je n'ose même pas vous dire ce qu'ils m'ont répondu. Ils n'étaient pas intéressés. Pourriez-vous m'indiquer un garage qui connaît la 206 CC? Je demeure sur le 93.
Alors, le 206cc, tiens, vous vous souvenez, elle est belle, le coupé cabriolet. J'adore. Ils avaient sorti, je me souviens, au Salon de Paris, un petit prototype qui s'appelait la Vainqueur. En fait, il y avait un 20. Donc c'était dans la gamme des 206 à l'époque, et puis il y avait un cœur derrière, et il a eu un tel succès, ce prototype, que Peugeot a décidé d'industrialiser, et ils ont relancé la mode des coupés cabriolets, puisque Peugeot a fait des coupés cabriolets avant-guerre. Ils ont été précurseurs en la matière. C'était une petite voiture sympa, c'est vrai. Elle était à la fois polyvalente, sympathique à conduire. Bon, la finition était un peu moyenne, le coffre était pas grand, elle n'était pas très bien insonorisée, mais pour le reste, c'était une vraie voiture plaisir, principalement avec les moteurs essence d'ailleurs, qui étaient fiables. Alors pourquoi pas les diesels? Parce que quand vous êtes décapoté, un diesel, ça fait quand même un peu. À l'époque, ça faisait un peu clac-clac, et puis ça fumait un peu. Donc c'était moins grave. Mais le diesel pour les gros rouleurs était bien aussi. Elle a été produite entre 2000 et 2007, et il s'avère qu'effectivement aujourd'hui, il y en a pas mal qui ont des soucis de fermeture de ce système qui est très complexe, parce que quand vous avez un cabriolet avec une capote, vous savez que le châssis de la voiture avec le temps va travailler. Et donc quand vous avez une capote souple, quand le châssis a travaillé, on arrive toujours à la fermer puisque c'est souple. Sur un toit rigide, quand la caisse a commencé à travailler, que vous avez roulé beaucoup décapoté, il peut arriver à certains moments que vous avez des difficultés à fermer le toit. C'est ce qui se passe sur ces véhicules-là. Et c'est vrai, quand il dit qu'il a été mal reçu chez Peugeot, les concessionnaires aujourd'hui, sur une voiture qui date du début des années 2000, ils vous voient arriver avec des gros yeux en vous disant non, écoutez monsieur, vous êtes gentil, vous avez qu'à en racheter une neuve, quoique on ne peut plus acheter de cabriolet chez Peugeot aujourd'hui. Voilà. Donc, on est mal reçu quand on va chez le concessionnaire Peugeot. En revanche, on va être extrêmement bien reçu si on va à l'aventure Peugeot Citroën, puisque vous savez que pour tout ce qui est véhicule ancien ou Youngtimer, il y a l'aventure Peugeot Citroën. Mais alors expliquez ce qu'est l'aventure Peugeot Citroën pour ceux qui arrivent. C'est quoi? Alors l'aventure Peugeot Citroën, c'est une association qui s'occupe de tout le patrimoine de Peugeot Citroën DS, donc des 3 marques. Du groupe, de l'ancien groupe PSA. Ils ont repris des locaux qui sont à Aulnay dans l'ancienne usine, mais pas que. Et ils ont réuni de par le monde toutes les pièces qui existaient pour les anciens modèles Peugeot et Citroën. Tout a été regroupé, et aujourd'hui ils sont à même de vous réparer. Alors moi, j'ai une 504 cabriolet, elle est à l'aventure Peugeot Citroën. Et eux, et en plus, comme je les ai assez souvent au téléphone, ils m'ont dit oui, sur la 206cc, on a un référent, on a un connaisseur qui est capable de réparer parfaitement ces voitures-là. Il y en a une qui est sortie il n'y a pas longtemps, totalement restaurée. Donc on peut aujourd'hui, mais il ne faut pas aller chez le concessionnaire Peugeot. Il faut aller à l'aventure Peugeot Citroën. Jean-Luc, l'aventure Peugeot Citroën, donc c'est du côté d'Aulnay. Non, mais alors c'est pas que à Aulnay, mais vous prenez, ils ont un site. Voilà, vous allez sur le site internet, vous prenez contact avec eux. Oui, d'accord, ok. Vous prenez contact avec eux et vous aurez, vous aurez des réponses. C'est génial. Alors, ils font pas tout eux-mêmes. Ils peuvent avoir. Alors, ça dépend. Hein. Si vous voulez une restauration totale, ce qui coûte cher, c'est la main d'œuvre. Donc que vous alliez n'importe où. Alors je vais être méchant avec François Alain, il n'y a que dans les émissions de télévision où on vous restaure une voiture pour 15 ou 20 000 euros. Ça n'existe pas. À partir du moment, à partir du moment où on démonte complètement la voiture, qu'on change des pièces, qu'on va la remonter, la repeindre, c'est des opérations entre 50 et 100 000 euros. Et peu importe le prix initial de la voiture, ça coûte à peu près le même prix de restaurer une Ferrari que de restaurer une 4 chevaux. Si on veut le faire vraiment. Alors j'exagère un peu, je grossis le trait, mais non, mais ça coûte extrêmement cher. Chaque heure de main d'œuvre, et c'est des heures et des heures. Des fois, pour démonter un boulon qui va être rouillé, vous pouvez passer 2-3 heures. Donc un professionnel va vous le facturer. D'où l'expression j'ai pété le boulon, quoi. Non, le boulard, pardon. C'est un peu ça. Ah ouais, c'est aussi cher que ça. Ah oui, c'est très cher. Ouais. Bon, mais en tout cas, merci. L'aventure Peugeot Citroën. Oui, l'aventure Peugeot Citroën DS. Ça s'appelle comme ça. Bon, ben voilà, Curien, on a donné votre réponse. Moi, je savais pas, mais je vais aller voir. Ils ont un site et tout. Oui, il y a un site, il y a tout ce qu'il faut. Il y a même de la vente de pièces en ligne, je crois, maintenant. Je crois que ça fonctionne. C'est top. Tiens, en parlant de pièces, vous n'oubliez pas qu'avant 13h30, je vous offre des places avec Sud Radio et Nogaro pour aller vivre le magnifique grand événement autour du camion, les courses de camions de Nogaro, 18 et 19 juin. Tout de suite, on va descendre de notre camion et on va prendre une Lexus. Roule, le club automobile ouvert à tous présente Sud Radio, on parle auto.
et on prend le volant. Et nous sommes avec vous, vous le savez, jusqu'à 12h30 sur Sud Radio, avec ce rendez-vous que l'on adore. D'ailleurs, c'est une jolie série que vous retrouvez aussi sur la page YouTube de Sud Radio. Ça marche bien même. Ah, mais ça marche très très bien. Nombreux à aller voir les vidéos. Alors c'est beaucoup plus long. Hein. Attends, parce que les gens ne savent pas de quoi on parle là. Ça fait 12 minutes. Ouais. La vidéo de l'essai de la semaine de l'ami Jean-Luc. Alors là, on va vous en parler de façon réduite. Il y aura quelques images de mise sur la page Facebook par l'ami Bastien qui réalise. Et par contre, sur YouTube, il y aura la totalité de l'essai. Exactement. Voilà, on voit les belles images de cette voiture. Assez Lexus. Sympa. Ouais, Lexus, inventeur en 2005 du premier SUV hybride, le RX 400H. Je sais de quoi je parle, j'en ai un. Alors, Lexus était pionnier dans ce domaine, mais c'est un des derniers à proposer un hybride rechargeable qui s'appelle le NX 450H+. Et ben, c'est pas celui qu'on va essayer. Voilà. On va se concentrer sur la version hybride simple. Pourquoi ? Parce que pour moi, l'hybride rechargeable n'a d'intérêt que si on peut recharger souvent. Or, c'est beaucoup des entreprises qui achètent les hybrides rechargeables et les gens qui ont ces voitures de fonction ont des cartes carburant, ils rechargent jamais et c'est un non-sens écologique. C'est juste un avantage fiscal. Donc à mon avis, ça va disparaître dans les 5 ans qui viennent. On n'aura plus d'hybride rechargeable. Je pense que c'est un marché qui va se réduire. Donc l'hybride, en revanche, ça a du sens. Alors, cette voiture, un style avec beaucoup de caractère. C'est un SUV généreux, 4,60 m de long. On peut trouver la forme tourmentée et c'est vrai que ça se ressent dans le CX-032 qui est pas immense. En revanche, à l'intérieur, on a un grand coffre, on a une modularité qui est pas extraordinaire puisque la batterie est logée sous la banquette arrière. En revanche, on a un espace très généreux. Sur notre version exécutive, en plus haut de gamme, la sellerie est en cuir de superbe qualité, la présentation très chic avec des matériaux nobles. L'équipement est aussi très complet, un grand écran central 14 pouces, des compteurs numériques, un affichage tête haute, des sièges à réglage électrique, chauffant, ventilé, un grand toit ouvrant vitré, un système audio à 17 haut-parleurs Mark Levinson, c'est une salle de concert, c'est vraiment super. Mais ce qui compte, c'est que sous le capot, on a un moteur essence 4 cylindres avec de multiples raffinements technologiques quand même. C'est pas un simple 4 cylindres, double système d'injection, direct et indirect, pour à la fois diminuer les consommations et la pollution. Il fonctionne en cycle Atkinson, c'est un nom que vous m'entendez souvent dire. Un jour, je vous expliquerai vraiment comment ça marche. Et puis un taux de compression élevé pour un moteur essence. Ce moteur essence de 190 chevaux, il est marié à 2 moteurs électriques parce qu'on a une version 4 roues motrices. Il existe aussi en 2 roues motrices, développant 182 chevaux. Donc la puissance totale, 190 plus 182 égale 244. Vous allez me dire, vous êtes trompé, mais c'est parce que en fait, c'est la batterie qui limite la puissance totale. Voilà. Donc, on est passé quand même à 244 chevaux. On était à 197 sur la version précédente. Une petite batterie, 1,60 kWh. On peut pas faire de longs trajets en électrique, mais l'intérêt de l'hybride, ça n'est pas ça. Ça n'est pas de rouler de longs trajets en électrique. On arrive déjà à être 60% du temps. Parce que quand je dis ça, les gens me disent « Ouais, c'est pas vrai, c'est pas 60% en électrique, 60% du temps, moteur thermique coupé. » Oui. Donc c'est déjà très intéressant. Alors, pour parler de la conduite, confort de suspension bon, et pourtant j'avais des roues de 20 pouces. Alors sur les pavés, ça tape un peu, mais le reste du temps, c'est plutôt confortable. Le comportement, Lexus a progressé au fil des générations, beaucoup moins pâteau qu'il n'était autrefois, mais on ne roulera pas sportivement. Pourquoi ? Parce qu'on a la fameuse boîte Toyota. Alors Lexus, c'est la marque de luxe de Toyota, la fameuse boîte CVT de Toyota, même si là il y a des rapports fictifs qu'on peut passer avec les palettes au volant. C'est pas très agréable d'entendre le moteur mouliner, même si les reprises sont excellentes. J'ai chronométré 80-120 en 6 secondes, donc ça marche bien. Le vrai intérêt de cette voiture, et ce que je vous disais au départ, c'est pourquoi pas l'hybride rechargeable et hybride, c'est que en hybride, on a des consommations qui sont déjà très intéressantes. Moi, la moyenne de l'essai, en ayant fait de l'autoroute, de la route, de la petite route et de la ville, je suis à 6,1 litres. Je vous rappelle qu'on est quand même sur un engin qui fait 4,60 m de long et qui développe 244 chevaux. C'était la consommation d'une petite citadine il y a 15 ans. Donc, c'est clair que ça a avancé. Ça a quand même bien progressé. Alors, là où c'est un petit peu bizarre, c'est que si cette version, elle est quand même moins chère que l'hybride rechargeable, il y a 4 450 € de moins. En revanche, elle est comme d'un malus, alors que l'autre, qui est beaucoup plus discutable, on va dire ça comme ça, n'a pas de malus. Bon, 450 €, c'est pas monstrueux, mais vous avez aussi un malus au poids. Parce qu'il fait 1870 kilos, donc il y a 700 € de malus au poids. Si vous prenez la version d'euro motrice, vous en aurez moins. Elle démarre à partir de 53 000 €. Et moi, la version que j'avais, alors c'est le must de must. C'est le must du must, 4 roues motrices exécutives, vaut 67 090 €. C'est le prix de l'excellence. On va rappeler que Lexus est la marque la plus fiable, de Toyota. Plus fiable ou sur le podium depuis plus de 20 ans. Donc,
Mais plus fiable à tout niveau? Oui, autorisation, oui. tout. Oui. C'est la marque la plus fiable. Oui, aux États-Unis, il y a un organisme qui s'appelle J.D. Powers, qui est indépendant, qui tous les ans évalue la fiabilité des modèles. Et Lexus, depuis que ça existe, trust donc en fait, c'est le prix de la qualité, deuxième place. Exactement. C'est le prix de l'hyper-qualité. Exactement. Bon, ben, vous l'aimez bien cette voiture? Ah oui, c'est très agréable à rouler, oui. Ouais, puis elle a l'air jolie. Juste parce qu'on a vu sur Facebook un peu la page Facebook de Sud Radio, le joli paysage. Vous avez tourné ça vers où? Alors je tourne beaucoup dans le Vexin. C'est beau. Avec le château à la fin qu'on a vu là. Il y a plein de châteaux dans le Vexin. J'ai découvert, j'en suis au moins à mon 30e château dans le Vexin. Non mais ça c'est. Ah mais il y en a qui sont en Espagne. Je vais faire un guide des châteaux du Vexin. En voiture avec Jean-Luc. Parce que normalement les châteaux c'est en Espagne qu'on les cherche. Enfin, j'étais en Espagne en début de semaine. Oui, bah, j'ai essayé un truc politiquement incorrect mais je me suis éclaté. C'était quoi? C'était quoi? Toyota GR86, ça veut dire quoi politiquement incorrect? C'est qu'elle est ni électrique, ni machin. Une voiture de sport, on adore. Qui vaut 33 900 €, qui aurait dû avoir 40 000 € de malus pour dire la stupidité. Bon, c'est limité à 50%. Alors, extrême clémence, l'État a dit ça sera. Mais c'est un truc à. Ça fait plaisir. Ouais, exactement. On va faire plaisir quand même avec des vraies voitures, avec des vrais moteurs, des choses qui font. Vous me verrez en travers et tout. J'adore. Allez, go. On va parler maintenant des trophées de la MAM. Back to Car, première marque de pièces issues de l'économie circulaire, présente Sud Radio, on parle auto et d'environnement. Il y a des gens qui vous disent Momo sur la page Facebook. Jean-Luc vient tourner à Toulon. Stéphane qui connaît bien le Vexin qui dit on dirait Mani le Vexin. Qu'est-ce qu'il y a à Toulon? Non mais il y a des gens qui m'invitent, il y en a qui me disent passez boire un verre, mais si je passe boire un verre, je pourrais pas continuer à faire l'essai. Bon, cette semaine j'ai beaucoup roulé, je vous ai dit j'étais en Espagne en début de semaine pour essayer la GR86 et j'ai passé aussi 2 jours à essayer 23 voitures en 2 jours. On a le responsable avec nous, il s'appelle Alexandre Lenoir, il est organisateur des e-trophées de la MAM. Alors je précise ce que c'est que la MAM, c'est l'association des médias auto-moto. Voilà. Bonjour Alexandre. Salut Alexandre Bonjour Lenoir. Jean-Luc. Bon, alors qu'est-ce que c'est que ces e-trophées? Moi, je m'appelle Laurence. Voilà, bonjour Jean-Luc et Laurence. Écoute, ces e-trophées, en fait, on est parti d'un constat simple et que tu fais comme nous tous les jours, c'est que la mobilité électrique est aujourd'hui au cœur du quotidien de beaucoup de gens, de plus en plus en tout cas. Et avec ces premiers e-trophées, ce qu'on a souhaité faire à l'association, c'est récompenser et reconnaître un peu tout le travail effectué par les constructeurs pour abaisser le niveau des émissions polluantes, réduire les contraintes qui sont souvent associées à la voiture électrique, et il y en a, on va pas se mentir. Et voilà, donc on a réuni pour ça un jury de professionnels dont tu l'as dit, tu faisais partie. Donc il y avait 20 journalistes, soit de la presse spécialisée, soit de la presse grand public, mais tous spécialisés en automobile. Exactement, vraiment tous les horizons, hein, c'est ça, hein, télé, radio, presse écrite, web, enfin il y en a pour tous les goûts. Et on vous a fait rouler avec. Ouais, alors ça c'est la grande nouveauté. Je vais le dire, Alexandre, parce que toi tu peux pas le dire. D'habitude dans les élections, quand on donne des récompenses aux constructeurs, on roule jamais avec les voitures. Donc certains vont même voter pour des autos dans lesquelles ils sont jamais montés. C'est un peu honteux d'ailleurs. Je suis obligé de le dire. Bah oui, je suis obligé de le dire. Alors que là, on a tous roulé avec les 23 voitures qui étaient dans le. Ça prouve du sérieux de l'organisation des. Exactement. Bravo, exactement. Hein, qui étaient en lice pour ces e-trophées. Alors il y avait un peu de tout. Il y avait de l'hybride rechargeable, de l'électrique, des citadines, des routières, des SUV. Combien de catégories? Alors on a créé 4 catégories. Il y avait les routières. Dans cette catégorie-là, on a rassemblé les familiales et les compacts. Donc les compacts, ça va en gros jusqu'à la Golf, la Mégane. En l'occurrence, il n'y a pas de Golf, mais il n'y avait pas de Golf, mais la Mégane. Il y a une catégorie SUV. Certes, on peut faire beaucoup de routes avec un SUV, mais le but c'était de les séparer un peu des berlines. Une catégorie GT et une catégorie urbaine, on va dire. Voilà. Alors la grande, on peut le dire, hein, la grande gagnante qui ressort de ces e-trophées, c'est une voiture française. On va faire cocorico pour une fois. D'autant qu'elle est assemblée en France. Alors c'est c'est la Renault Mégane là-dessus. Alors c'est clair, il y a eu une espèce de consensus. Il faut savoir qu'en parallèle de ces trophées, on a créé un prix qui lui était réservé, en tout cas pour l'élection, aux membres journalistes de l'association. Hein, tous les membres de l'association n'étaient pas dans le jury. Et on leur a demandé, parmi ces 23 concurrentes qu'on avait,
décerner un coup de foudre. La Mégane est sortie assez vite, s'est démarquée assez vite de ses concurrentes. Donc là-dessus, il n'y a pas photo. Elle a eu ce prix-là déjà du coup de foudre des journalistes de l'association. Et puis, on lui a décerné, enfin vous lui avez décerné le prix de la meilleure compacte et le prix du meilleur intérieur également. Ouais, c'est vrai, quand on monte dans cette Renault, alors elle est jolie extérieurement, mais surtout quand on monte dedans, elle a pris un coup d'avance sur toutes les autres parce que Renault a eu l'idée géniale de laisser faire à Google ce qu'ils savent faire. Donc toute l'interface homme-machine, c'est Google. Vous montez dans la voiture, vous dites voilà, je veux aller à tel endroit, et c'est le seul GPS. Moi, je les ai testés toutes comme ça. J'ai dit la même chose à tout le monde, et c'est le seul qui m'a mis la vraie destination. Ah, c'est génial. Et la Peugeot, elle a même pas trouvé, ça n'existait pas. On est passé par un village qui s'appelait Vert. Alors il m'a proposé gamme vert ou feu vert, mais à aucun moment. Il y avait un autre village qui s'appelait Vert, mais pas écrit pareil. Et c'est souvent aussi celui-là qui remontait dans les GPS. Alors que pas dans la Renault. Dans la Renault, ça s'est mis tout de suite. On était en région parisienne. Dans l'Essonne, non, mais on est allé loin. On est allé quand même jusqu'à Chartres. Ah oui, dans Vert, c'est VYRES. Voilà, Chartres, Orléans. On a fait de la route pour tester les voitures. 23 en une journée, parce que là, en même temps... en 2 jours. En 2 jours. Parce que mais ça fait des journées intenses. Bastien, qui est réalisateur, technicien radio, mais qui devient aussi réalisateur télé, nous met aussi la vidéo que vous avez faite. Oui, il y a aussi vous avez offert une jolie vidéo qu'on voit sur la page Facebook de Sud Radio. Bon, alors, Alexandre, qu'est-ce qu'il y a eu au-delà dans les voitures primées? Il y a mon cadeau de Noël, ça c'est pour Laurence. C'est pour lui donner l'idée, qui a eu 2 prix aussi. Il y a évidemment la meilleure familiale qui était décernée à la BMW i4 que j'ai eu l'occasion d'essayer aussi, et je pense que le titre n'est pas usurpé, même si dans les votes elle s'est battue avec une autre berline allemande, mais qui elle est beaucoup plus grosse, qui est l'Audi A8, et là elle est en plus présentée en version limousine. Donc il faut voir un petit peu le niveau atteint par BMW avec cette voiture. Il y avait 11 prix en tout, hein, donc le prix de la meilleure urbaine. Alors là, il a un peu étonné quelques personnes, mais c'est une Mazda, la MX-30, qui est la première électrique du constructeur japonais, qui s'est lui battu avec une autre japonaise, la Honda. Ouais, il se talonnait vraiment dans les points, hein, sur un maximum de 800 points. Il y avait peut-être 4-5 points d'écart entre les deux voitures, donc c'est très peu. Il y a Stéphane qui dit la e-tech est vraiment une belle réussite. Il y a plein de gens sur Facebook qui regardent la vidéo en même temps. Le SUV électrique, alors là c'est pas une surprise non plus. Hein. Alors, visiblement, le premier surpris était le représentant du constructeur lui-même, parce qu'il ne s'attendait pas à avoir le prix. C'est la Mustang Mach-E, qui est la déclinaison SUV alors, très jolie. On peut difficilement dire. Voilà. Alors, c'est vrai qu'elle est jolie. C'est vrai que nous, les personnes qui nous aidaient à monter l'événement, quand les voitures sont arrivées livrées par les constructeurs, ils n'avaient jamais vu la Mach-E, et ils ont eu un coup de cœur pour cette voiture. C'est vrai qu'elle est jolie, objectivement elle est jolie. Ouais. Rapidement, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, les autres prix, Alexandre, c'était quoi? Alors, la meilleure citadine, je te l'ai dit, le SUV on l'a fait, l'intérieur aussi. Il y a un prix qui a un peu étonné, c'est le prix de la meilleure économie électrique qui a été décerné à une voiture qui rime pas vraiment avec l'économie à la base. 178 000 euros. Voilà, la Porsche Taycan. Mon cadeau de Noël. La Porsche Taycan Cross Turismo GTS. Alors en fait, le terme économie peut prêter à confusion, mais ce qu'on a voulu récompenser, ce que les jurés ont voulu récompenser, c'est toute la vie électrique, c'est-à-dire la facilité de recharge, la façon de gérer les câbles, la décharge également, la récupération, la facilité de planifier un itinéraire qui prenne en compte les bornes de recharge, tout ça. Et là-dessus, la Porsche est ressortie en tête. Elle avait des concurrentes qui étaient pas dégueulasses non plus. Hein. Et puis l'autre petite surprise peut-être. Pour conclure vraiment, Alexandre, vraiment. C'est la marque MG qui présentait 3 modèles qui étaient a raison assez déçu de ne pas recevoir de prix. C'est un début pour MG. Je pense que les journalistes ont quand même pas mal apprécié ces modèles-là. Le rapport prix-prestation est sans concurrence. Hein, voilà, exactement. Et je pense qu'ils vont faire très fort dans les années qui viennent. Alors, rapidement pour conclure, le rapport prix-prestation, on est quoi sur la fourchette de prix?
Alors pour une MG, bon, c'est pour un break MG, ce qui est le seul break électrique du marché, en l'occurrence, la MG5 c'est 36 000 €. Là où si on enlève le bonus, ça fait 30 000. Hein. Ouais, voilà, là où une citadine comme la Hyundai vaut 41, 42 000. Ouais. Bon, en tout cas, merci beaucoup de cette belle balade avec vous, les garçons. Alexandre Lenoir, organisateur des e-trophées, et c'était la première édition des e-trophées. C'était la première, donc on le refera l'année prochaine, j'imagine. Bah ouais, qui récompense les meilleures voitures hybrides rechargeables ou électriques. On vous souhaite un bon week-end. Merci à vous aussi. Merci beaucoup. Dans quelques instants, on va vous donner la parole. 0826 300 300. Vous avez une question à poser à l'ami Jean-Luc. On vous attend. Et mon petit doigt me dit qu'il y aura peut-être aussi la question jeu pour gagner des places pour le fameux rendez-vous de la course des camions à Nogaro, 18 et 19 juin prochain. Sud Radio, on parle auto et d'environnement. Vous a été présenté par Back2Car. Commandez vos pièces auto recyclées sur back2car.fr. BACK, le chiffre 2, CAR.fr. Aldi. Roule, le club automobile ouvert à tous présente. Sud Radio, on parle auto, Laurence Perrault, Jean-Luc Moreau. Et juste avant de parler auto avec vous, au 0826 300 300, vous êtes attendu évidemment pour répondre à la question suivante. Je vous rappelle que nous avons le bonheur de vous offrir des places exceptionnelles. Ces places tout simplement pour avoir un accès VIP aux grandes courses de camions de Nogaro qui vont se dérouler le 18 et 19 juin prochain. Vous allez avoir l'accès aux terrasses, l'accès au grid walk, c'est les tribunes, le paddock, etc. L'accès au bar. Précis. Vous retirerez vos invitations directement sur j'aime bien les petites crises de rire. Vous retirez vos invitations directement auprès des caisses du circuit, donc on n'a pas besoin de vous les envoyer. Voilà. La question est la suivante. Les courses de camions, donc, sont toujours des événements assez incroyables. Il y aura plein de choses. Il y aura aussi des camions décorés. Il y aura une fête, des expositions tout le week-end. En tout cas, les camions qui vont participer aux courses sont quand même bridés parce qu'on a quand même à quelle vitesse? Des gros Moi, camions. Je sais. Non, chut. Toi, t'as pas le droit de gagner. Moi, je sais. Et vous savez pourquoi ils sont bridés? Parce que sinon, ça serait trop risqué quand même. Voilà, parce qu'un engin un engin de 5 tonnes lancé à 230 km/h, il n'y a aucun rail de sécurité qui peut le retenir. Voilà. C'est comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. D'œufs. La question est la suivante. À combien sont bridés ces fameux magnifiques monstres camions? J'adore, moi. Est-ce que c'est 320 km/h ou est-ce que c'est 160 km/h? Allez, 0826 300. Tu peux jouer 300. Non, elle t'a dit la dame. Tu restes avec elle le 18 et 19 juin. On a une émission à faire. Bon. Tu vas pas voir la course des camions. Ou alors, faudrait qu'on aille la faire de là-bas. Ça pourrait être cool. Sud Radio, on parle auto. Et tout de suite, c'est la question auditeur. Donc vous êtes avec nous au 0826 300 300 sur Sud Radio. Salut Charles. Bonjour Laurence, bonjour Jean-Luc. Bonjour Charles. Comment ça va? Nickel, super, en Normandie, sous le soleil. Où en Normandie? Parce que je vais aller faire un tour moi après ce week-end. À côté de Rouen. D'accord, oui, c'est là, c'est du côté de la Seine. On vous écoute pour votre question. Voilà, moi j'ai une vieille Diane qui date de 1972. Ah, j'étais pas né. Moi non plus. Mais personne n'était né en fait. Voilà. Personne n'était né. Et voilà, et j'aurais voulu donc la remettre en état et surtout principalement pouvoir refaire tout ce qui va être les circuits d'injection et tout ça. D'injection, il n'y a pas d'injection sur une Diane, de carburation. De carburation, oh là, attention. Oh là, Charles. Si vous avez une Diane d'injection, gardez-la, c'est un proto unique. Maître Jean-Luc. Voilà. Alors, voilà, c'est ça. Ouais, alors vous avez de la chance parce que la Diane, la base, c'est la 2 chevaux. Hein. En fait, pourquoi est-ce que Citroën a sorti la Diane? Parce qu'entre temps, Renault a sorti la 4L et la 4L était en progrès sur tous les points par rapport à la 2 chevaux. Et donc Citroën, ils se sont dit zut, il faut que nous aussi on aille à l'étape au-dessus, et l'étape au-dessus c'était la Diane. Alors on pourra juger de l'esthétique, est-ce que c'est réussi ou pas? Bon, voilà. Chacun ses goûts. Techniquement, elle était un peu plus évoluée que la 2 chevaux, mais les pièces sont pour la plupart mécaniques, elles sont communes. Donc ça, on trouve absolument tout ce qu'il y a en mécanique. Si vous allez, par exemple, on a reçu déjà Stéphane du Méhari Club de Cassis, Stéphane Vimez, le Méhari Club de Cassis, ils ont toutes les pièces mécaniques pour la 2 chevaux. Ils ont aussi quelques pièces, pour la Diane, ils ont aussi quelques pièces de carrosserie. Il y a les ailes avant, arrière. Alors par contre, il n'y a pas de porte ni de capot. Je ne sais pas s'ils sont en bon état, vous portez capot? Non, c'est bon, ça c'est bon. Sur la carrosserie, c'est bon. Alors, donc vous êtes, du côté de Rouen, vous m'avez dit. Oui, c'est ça, tout à fait. Alors, il y a un spécialiste 2 chevaux Diane et Méhari qui est à 50 km de chez vous, ça va, ça devrait, oui, bien sûr, ça devrait le faire, qui est à Bray et Lu.
Lu, mais c'est rien à voir avec le petit biscuit. Bray, c'est B-R-A-Y, j'imagine. C'est André Valo et l'endroit, ça vous allez le retenir, même Laurence le retiendra pendant encore 15 jours, ça s'appelle Au Garage. Oh, au garage, ça va. Ça va. Au Garage à Bray-Élu. Sinon, il y a un autre spécialiste, un petit peu plus loin, 80 km, mais ça devrait le faire, qui est à Marines. D'accord. Voilà, et ça s'appelle DS Auto à Marines. Ça, c'est les deux, et c'est les vrais grands spécialistes qui donnent ces adresses-là. Donc vous pouvez avoir confiance. Ils prendront soin de la Toto. C'est une voiture de famille? Oui, bah oui, c'est la voiture de ma grand-mère. Voilà. Et vous êtes où? Vous êtes à Évreux ou à Rouen? Moi, je suis plus près d'Évreux, mais c'est pas très loin en fait, parce que non, c'est pas loin, c'est quand on vient vers Paris. Et puis c'est du côté du Vexin. Alors j'y passe tout le temps. C'est du côté du Vexin. Exactement. Alors la petite route, en plus, je passe tout le temps moi à Bray-Élu, voilà. Où il y a Bray, alors c'est B-R-A-Y et L-U accent circonflexe. Il y a un super resto, mais on vous dira ça hors antenne. On ira d'ailleurs. C'est bon ça. Voilà, donc vous pouvez déposer la voiture au garage et vous allez au resto. Ça s'appelle pas au resto, mais je vous expliquerai. Ah bah si, dis-le, allez. Oh non, je ne vais pas faire de la publicité. Mais on peut, pourquoi est-ce qu'on ne parlerait pas des choses qui sont bien tout le temps? Parce que c'est pas une émission gastronomique. Voilà. Mais non, mais c'est parce que là, tu as dit, il y a un bon resto, il faut aller jusqu'au bout maintenant. Tu t'en souviens plus du nom, c'est ça? Je suis en train de chercher le nom. Bon ben voilà. Bon, ça vous va, Charles? Je sais où il est, je passe devant tout le temps. Alors. Juste une toute petite question rapide. On pourra donc changer tout ce qui va être carburation parce que exactement. Ah oui, il y a tout. Alors les pièces, je vous ai dit, en mécanique, on trouve absolument tout. Hein. D'accord, ok. Bon, ben c'est parfait. Par contre, après, on va revenir dans la discussion qu'on avait tout à l'heure avec Laurence. Sachez que quand on restaure un véhicule, que vous restauriez une Diane ou une 205 GTI ou une Porsche 911, ce qui coûte cher, c'est les heures de main-d'œuvre. Hein. Oui, bien sûr. C'est le même prix. Non, on est d'accord, bien sûr. Donc, il faudra un petit budget si vous voulez garder la voiture de mémé. Ça coûtera pas 2000 €, voilà. C'est ce que je veux dire, s'il y a des gros travaux. Bon, ben voilà, Charles. Bonne réparation, bonne balade. Et puis, si vous passez par Bray-Élu, appelez-nous pour nous donner le nom du restaurant. Je vais le retrouver. C'est pas au Vieux-Zinc? C'est pas au Vieux-Zinc? Non. C'est pas les Jardins des Piqûres? Les Jardins des Piqûres, merci beaucoup. Voilà, c'est tout. Voilà. C'est tout. Parfait. Mais c'est mon deuxième prénom, parfait. Allez, on y va. Salut Charles, passez un bon week-end. Au revoir Charles. Merci, au revoir. Sud Radio, on parle auto. Parlons pneus, parlons bien. Avec le syndicat des professionnels du pneu, les spécialistes du pneu au service de votre sécurité sur la route. Et avant le retour de l'info de 13h sur Sud Radio, on accueille Cyril Roger qui est expert innovation chez Michelin. Bonjour Cyril. Bonjour Cyril. Bonjour Laurence, bonjour Jean-Luc. Cyril, il a le Covid, il va mieux Cyril? Ça va un petit peu mieux depuis ce matin, oui, ça va un peu mieux. Non mais il n'est pas mort. Bon, c'est ce qui comptait. On a parlé de resto à l'instant, mais au Jardin des Piqûres, ils font pas de pizza 4 saisons, mais nous on va parler de pneus 4 saisons en se posant la question... Oh, ça va chercher loin. En se posant la question, est-ce que c'est une bonne idée pour un SUV de mettre des pneus 4 saisons, parce qu'un SUV c'est lourd, donc un pneu 4 saisons ça s'use plus vite, non? Il va s'user encore plus vite sur un SUV. Un pneu 4 saisons, peut-être ça consomme plus qu'un pneu été normal, et un SUV c'est plus lourd, donc ça consomme plus. Est-ce que vraiment c'est une bonne idée? Alors déjà, tiens, un pneu 4 saisons, aujourd'hui il y a eu des progrès, j'imagine, de fait sur les pneus 4 saisons. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, le marché réagit très très fortement à ces nouveaux pneus 4 saisons, puisqu'on a des pneus 4 saisons maintenant avec Michelin, et aussi maintenant avec le nouveau BF Goodrich Advantage All Season là qu'on sort. À la fois BF Goodrich, c'est une marque de Michelin, on va préciser pour ceux qui ne savent pas. Maman, BF Goodrich, c'est comme Michelin. Voilà, exactement. Donc c'est une marque tier 2, donc qui est offert un prix plus raisonnable, on va dire. Et ça permet surtout d'offrir des avantages indéniables du pneu 4 saisons, c'est-à-dire un pneu qui est très performant en été, mais qui reste homologué. Et ça, c'est de plus en plus important. C'est un pneu qui est homologué dans les endroits où il y a la loi montagne maintenant, puisque c'est un pneu qui est marqué 3 PMSF, et donc qui peut rouler légalement, même pendant l'hiver, dans les zones de montagne. D'accord. Voilà. Et c'est intéressant pour un SUV parce que on pense souvent motricité, on se dit bon j'ai 4 roues motrices donc j'en ai pas besoin sur un SUV. Eh ben non, au contraire, parce que comme ce sont des véhicules plus lourds, on va effectivement avoir une meilleure motricité, mais il va falloir s'arrêter. Et là, quand on va être en hiver, quand on va être en hiver, ça va être plus compliqué avec un pneu été. On le sait, hein, quand il va faire plus froid, un pneu été va être en difficulté sur route mouillée. Et donc là, le pneu 4 saisons, il offre un avantage indéniable.
c'est de freiner beaucoup plus court, même sur route mouillée, qu'un pneu été. Donc on a intérêt avec un SUV. La consommation, je disais tout à l'heure, c'est d'autant plus important qu'aujourd'hui, le litre de carburant, il a dépassé les 2 €. On va consommer plus avec ces nouveaux pneus 4 saisons. On a 2,8, 2,10 là, c'est ouf. Alors, on consomme pas plus, parce que là, en fait, on est dans un pneu qui est dans la moyenne marché du tiers 2, puisque la plupart des étiquettes, on va dire, sur du 16-17 pouces, sont autour d'un grading qui est un labeling de type C. Donc, on est dans la moyenne marché tiers 2. Donc, c'est pour ça que c'est un pneu très intéressant, parce que il reste dans la moyenne marché et en même temps, il offre des performances d'adhérence sur sol sec mieux que son prédécesseur, qui était le BF Goodrich J-Grip All Season 2, puisqu'il freine plus court de 1,6 mètres quand même de puissance km/h sur route sèche, et on gagne aussi 1 mètre sur route mouillée par rapport à son prédécesseur. Donc, vous voyez que on amène à la fois le marquage 3P MSF qui rend le pneu légal dans les régions de montagne en France, et puis tout en offrant un pneu qui est plus performant aussi sur route mouillée, sur route sèche que de son prédécesseur. Et il doit être beaucoup plus cher alors? Non, il reste de même prix que son prédécesseur aussi. Oui, vous faites mieux au même prix. Voilà, même si, comme je l'ai déjà dit avec vous, Jean-Luc, vous le savez, c'est pas nous qui fixons des prix, ce sont les revendeurs, mais nous on donne des orientations, et on a donné une orientation qu'il reste de même niveau de prix que son prédécesseur. Voilà. Mais avec beaucoup de nouvelles dimensions qui arrivent, puisqu'on aura 68 dimensions dès 2022 là sur la version, on va dire, berline, et 37 l'année prochaine, et sur les SUV, on a 13 dimensions cette année et 16 qui arrivent dès l'année prochaine. D'accord, donc on peut équiper, on va dire, une grande majorité du marché avec ce type de pneumatique. Voilà, exactement. On va trouver une offre dans l'offre BF Goodrich pour la plupart des SUV qui sont disponibles sur le marché aujourd'hui. Rappelez-nous le nom parce qu'on était un peu perdu là. Alors c'est le BF Goodrich Advantage SUV All Season et BF Goodrich Advantage All Season. D'accord. Bon, super. Bon, j'imagine on retrouve ça. Il vient juste d'être commercialisé. On retrouve ça sur le site de BF Goodrich ou Michelin. Eh ben super. Exactement, sur le site de BF Goodrich. Eh ben génial. Eh ben merci beaucoup. Merci Cyril. Merci et puis soignez-vous surtout. Ouais, mais ça a l'air d'être mieux quand même. La voix est mieux quand même. Cyril Roger, qui est expert innovation chez Michelin, qui répondait à cette question: pneu 4 saisons, est-ce une bonne idée pour un SUV? Eh ben oui, la réponse est oui. Eh ben oui, la réponse est oui. D'ailleurs, si vous avez une question, puisqu'on parle de questions, vous nous appelez dès maintenant 0826 300 300, car vous savez qu'à 13h précise, juste après le journal, eh bien, on vous donne la parole. Vous pouvez poser toutes vos questions, quelles qu'elles soient, sur l'auto évidemment, ou la moto. Des fois on peut faire aussi, parce que l'ami Jean-Luc, il aime bien la moto, et puis les motards lui aussi. Vous n'hésitez pas, tout de suite 0826 300 300, puis j'ai l'impression qu'on va découvrir le nom des gagnants pour les courses de camions à Nogaro. Là, le standard, il a un peu explosé sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio, on parle auto. Parlons pneus, parlons bien. Avec le syndicat des professionnels du pneu, les spécialistes du pneu au service de votre sécurité sur la route. Roule, le club automobile ouvert à tous présente Sud Radio, on parle auto, Laurence Perrault, Jean-Luc Moreau. Et vous le savez, avec Sud Radio, eh bien, nous vous offrons des places pour aller vivre les super courses de camions de Nogaro, 18 et 19 juin prochain. Des courses exceptionnelles qui vont réunir des tracteurs sublimissimes, c'est comme ça qu'on appelle évidemment, vous le savez, ce qui est le devant du camion. Créé en 1994, le Grand Prix Camion, c'est devenu vraiment au fil des ans cet événement incontournable. Et on vous posait des questions pour vous offrir des places VIP pour 2 personnes qui vont vous permettre l'accès aux terrasses, aux girl walks, c'est-à-dire les tribunes, le paddock, etc. On a Vincent qui est avec nous. Salut Vincent. Bonjour Vincent. Et il y a Jean-Luc qui est mort de rire parce que j'ai mal dit le grill. Non, c'est pas ça. Je pensais à l'open bar de tout à l'heure. Je me dis Vincent va pouvoir profiter de l'open bar. Dites donc, Vincent, c'est 2 places. Je suis disponible. Ouais, mais Vincent, Laurence, je lui laisserai les clés de la maison. C'est mon papa qui était routier. C'est moi qui y vais. Bon, d'accord. Toi, t'es voiture, moto. Moi, j'ai conduit une fois un camion de course. Des camions de. C'était dans une vie encore antérieure. Non, quand j'étais à Turbo, j'avais fait un essai au Castellet. C'est impressionnant la puissance d'accélération de ces trucs-là. C'est ouf, voilà. Mais là, alors on est vite à la vitesse maxi. C'était ça la question. Alors la vitesse c'est pour ça que je la connaissais. C'était quoi la réponse, Vincent? La vitesse maximum bridée des camions, sinon ce serait trop dangereux. 160 160 km/h. Vous êtes à Uruguay. Pardon? Oui, j'ai l'habitude, j'y vais tous les ans. Donc, je croyais que vous alliez dire j'ai l'habitude, je suis routier, je roule à 160, donc je connais la limite. Non, j'ai le permis poids lourd, mais non, je roule pas à 160. Et qu'est-ce qui vous plaît, vous, dans les courses camions?
Ah bah après je fais toutes les courses à Nogaro toute l'année, mais c'est vrai que le camion c'est viril, hein, ça pousse un peu. C'est ça. Et puis quand ils sortent de la piste, ça les ralentit même pas. C'est ça qui est le plus impressionnant. Et puis on a des tunings sur les camions parce qu'il va y avoir une exposition des plus beaux camions aussi pendant tout le week-end. Il y a une fête exceptionnelle. Il y aura des parades qui vont défiler samedi soir sera le 18 et le 19, dans les rues de Nogaro. Les camions, les tracteurs sont sublimissimes, ils sont beaux. Ouais. Attention les oreilles avec les on dit beau comme un tracteur d'ailleurs. Tout neuf. Tout neuf. Beau comme un camion tout neuf. Bon vous allez y aller avec qui, Vincent? C'était prévu, j'allais avec mes deux meilleurs amis déjà, donc bon. Donc il y en a un qui paiera pas, l'autre qui paiera. Il paiera l'apéro. En tout cas, on vous offre 2 places VIP. Et ça sera la même chose pour Philippe qui nous a appelé de Pau, qui gagne lui aussi 2 places VIP. Et Marie du Lot-et-Garonne. Bravo à tous les 3. Et puis vous avez donc accès à tout, les paddocks. Vous allez vous régaler grâce à Sud Radio et à Nogaro. Je vous embrasse très fort, Vincent. Allô, Vincent? Il a disparu, oui. Vincent. Ouais, ça y est. Non, Sébastien qui lui avait coupé le sifflet. Vous récupérez vos entrées, en plus comme nos autres gagnants de Sud Radio, directement auprès du circuit. Ok, super. Vos noms seront donnés, mais on va vous expliquer tout ça. D'accord? Très bien, merci beaucoup. Je vous embrasse fort. Bonne journée, Vincent, bon week-end. Ciao, bonne journée. bon week-end. Des questions Facebook, car vous êtes nombreux également sur Facebook à être avec nous. C'est extrêmement agréable. Alors, une question Facebook qui a un rapport avec Mercedes. Bonjour l'équipe Sud Radio. Petite question Mercedes, est-elle la marque qui a les modèles électriques les plus avancés, l'ami Jean-Luc? Alors, la marque qui a les modèles électriques les plus avancés, ça reste Tesla, parce qu'ils ont quand même pris un petit peu d'avance, mais je serais tenté de dire qu'aujourd'hui, les dernières Mercedes électriques sont équivalentes, voire supérieures aux Tesla, au moins sur un point. Alors, c'est très étonnant de voir le parti pris de différents constructeurs. Tout à l'heure, on a parlé de la Mégane électrique. Renault a pris le parti de faire une voiture avec un design qui va être pénalisant en termes d'aérodynamique pour avoir du caractère. Ils ont fait une voiture de caractère et elle a ce qu'on appelle un CX, un coefficient de pénétration dans l'air, qui n'est pas très favorable, c'est 0,30, c'est pas très très bon, alors que la meilleure des Mercedes électriques est à 0,19. Mercedes a pris le parti, je dirais, de dessiner ses voitures. C'est le vent qui dessine ses voitures. Donc ils ont à la fois une technologie de moteur et de batterie qui aujourd'hui est, on va le dire, ce qui se fait de mieux, et ils ont pris le parti, parce que vous savez que sur une voiture électrique, plus on va aller vite, plus la consommation, c'est pareil avec un véhicule thermique, mais sur un véhicule électrique, ça va se ressentir encore plus en termes d'autonomie à 130 km/h. Donc si vous avez un coefficient de pénétration dans l'air et une surface frontale très faible, ce qu'on va appeler le SCX, c'est ce qui définit la facilité de pénétration dans l'air, plus vous aurez un CX bas, moins vous consommerez quand vous irez vite. Et ça sera exponentiel en plus. Donc eux, ils ont pris le parti d'avoir des voitures extrêmement aérodynamiques. Et ça, sur des voitures électriques, je pense que c'est le bon pari. Donc dire aujourd'hui, est-ce que Mercedes est la marque en termes d'électrique qui est la plus en avance? Non. Mais ils sont en passe de le devenir. Bon, voilà la réponse à la question. Et c'était Momo chez Momo qui nous posait la question sur la page Facebook. On aurait pu dire, parce que j'ai roulé avec là récemment, Porsche avec la Taycan. Bon, mais c'est un modèle. Puis on est dans des tarifs qui sont pas très très grand public. Ça démarre à 150 000 euros. La dernière Mercedes, chez Mercedes, vous trouvez des modèles électriques à 50 000 euros. Là, on parle de 150 000 euros. L'avantage des Porsche en électrique, pour le dire, c'est la vitesse de charge. Souvenez-vous, sur la Zoé, on annonçait de la charge rapide à 50 kW, une Taycan, ça charge à 350 kW. Bon, il faut trouver une borne. Mais il y en a. C'est ça. En même temps, on en a eu maintenant, puisqu'on en a une première ministre. Allez, hop, c'est passé. Tout de suite, non. Oui, puis il y en a un petit peu partout. D'ailleurs, la première borne a été installée à la Bastille. Je la fais tout le temps, celle-là. Ah ouais, alors celle-là... CETEC, leader mondial de la charge batterie, présente Sud Radio, on parle auto, Classic Cars. Ah oui, puis on va aller du côté de Pommard, Corton, Meursault, Montrachet. Non, on va parler de voitures, Laurence. Oui, on va parler de bougies aussi. 60 bougies. Vous allez me dire, c'est quoi comme moteur avec 60 bougies? Non, c'est la voiture. Oui, mais c'est parce qu'on va à Beaune. On va d'ailleurs rejoindre Christian Lissot, qui est président du club MG France, parce qu'il s'agit d'un anniversaire. Il est à Beaune. Bonjour Christian. On oublie tout. Bonjour à tous les deux. Oui. Parce que vous m'avez envoyé une photo, vous étiez tous à table hier soir, donc à Beaune, à table, vous avez bu de l'eau. Qu'est-ce qu'on a servi avec modération? Bien sûr, on ne boit que de l'eau au club MG. Alors, est-ce que je peux me permettre quelque chose, Christian? Vous avez un son un peu côté
cotonneux, donc écartez votre bouche de votre téléphone un petit peu. D'accord. S'il vous plaît. Sinon, c'est trop coton. Comme ça. Bon, c'est moyen. Va falloir changer de téléphone, carrément. Allez, on y va. Alors, 60 ans de la MGB. Alors, pour ceux qui connaissent pas, alors il y en a quelques images qui passent pour ceux qui ont la chance de nous suivre en vidéo aussi. Radio, mais la MGB, rapidement, pour ceux qui connaissent pas, c'est quoi? Alors la MGB, c'est le modèle MG le plus vendu. Il a été produit à plus de 512 000 exemplaires entre 1962 et 1980, date à laquelle l'usine d'Abingdon a été fermée. D'accord. Alors c'est un petit cabriolet, parce que c'est ça quand même. C'est une chouette petite voiture. Alors j'ai pas ça encore. Non, pas encore. C'est un cabriolet, un strict de place avec un moteur de 1800 cm3. Des performances très honorables pour l'époque, c'était quand même considéré comme une voiture de sport. D'accord. Et aujourd'hui, c'est une voiture qui est tout à fait capable de rouler dans la circulation quotidienne, qui est tout à fait apte à suivre les autres autos sans aucun souci. Est-ce que ce serait un modèle idéal pour démarrer une collection, par exemple? Oui, écoutez, je suis avec Bernard Joubert, qui est le responsable du registre de MGB. Il va développer un peu cette partie-là. Oui, alors Bernard, bonjour Bernard. Bonjour Bernard. Bonjour. Oui, alors, Bernard. C'est quoi être responsable registre MGB? Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'à la mode des Anglais, au sein des clubs, on a dédié un responsable par modèle. Donc il y a la A avant, il y a la TD, il y a la C, il y a la B. Donc et moi je chapitre les B. Donc au sein de notre club, où 1400 adhérents, il y a 700 B actuellement. D'accord. Donc vous êtes chargé, vous répertoriez les propriétaires, vous vérifiez que les voitures correspondent bien aux caractéristiques d'usine et qu'elles sont matching, comme on dit, c'est ça? Pas tout à fait. Nous, on fait en sorte que les propriétaires puissent se parler entre eux, on met en commun nos connaissances. Mais on n'a pas pour vocation de répertorier les autos. C'est les Anglais qui font plutôt ça. D'accord, ok. Bon Bernard, si je voulais démarrer une collection d'automobiles, quels seraient les arguments pour essayer de me convaincre de prendre une MGB? Je vous écoute, vous allez me vendre une voiture là. Alors, ça a été mon cas il y a 20 ans. Ouais. J'ai regardé, c'était une des moins chères. D'accord, ça coûte combien aujourd'hui une MGB en bon état? À partir de 20 000 quoi. D'accord. Oui, c'est raisonnable. 25. Voilà. C'est quand même, on est dans les premiers prix. Et alors, c'est un modèle qui est abordable en prix, qui est très diffusé. Il y a beaucoup de choix, facile à entretenir, facile à conduire. Donc, pour démarrer, c'est la voiture idéale. Et les gens commencent par une B. Après, ils veulent se faire un peu plus plaisir, on prend une A et d'autres modèles plus anciens. Donc voilà un peu le principe qu'on retrouve au sein du club. Il y a des modèles à privilégier parce qu'elle a été produite quand même pendant très longtemps. Donc quels sont les modèles sur lesquels il faut se polariser en premier? Ça n'a pas beaucoup d'importance. Les premiers modèles étaient équipés des mécaniques qui venaient un petit peu de la MGA. Donc la boîte était 3 vitesses non synchronisées. Ah oui, ça, bon, et 3 paliers. Bon, après dès 64, on est passé sur un standard qui n'aura pas changé en moteur boîte. Des petits détails cosmétiques sur les intérieurs, les tableaux de bord, mais on est vraiment sur la fidélité sur le produit. C'est fiable parce que les Anglaises ont plutôt des réputations de comment dire. Oh, non, on parle des voitures. Non. On parle des voitures. Ah, des voitures, ah oui. Oui, on parle des voitures. Non, mais God Save the Queen, 70 ans hier de règne. Non, bien sûr que c'est fiable, vous avez 70 ans de règne. Voilà. Nous, on n'en est qu'à 60 encore. Elle a même battu. C'est fiable et on trouve facilement les pièces, j'imagine. Les Anglaises. Il y a beaucoup de fournisseurs dans le monde entier, il y a de la concurrence. Il y a des qualités différentes, mais c'est extrêmement facile d'entretien à cause de ça. Ouais. D'accord. Bon, pour Christian, là, qu'est-ce que vous allez faire là pour fêter ses 60 ans? Oui, en 4 secondes. Un gros gâteau, des bougies Écoutez, là où on se trouve, il y a plus de 110 MGB présentes. Il y a à peu près 130 voitures. Donc vous êtes où exactement? Parce que s'il y a des gens qui veulent passer vous voir, c'est... On est au garage du Bel Air sur la Nationale 6. D'accord, oui. Voilà. Et donc, on explore la région. Ce matin, effectivement, on a suivi un peu le circuit des grands vins de Bourgogne. C'est ce que j'allais vous poser comme question. Oui, tout à fait. Cet après-midi, on va aller chez Veuve en Balle, vous voyez. Ouais. Et entre autres, il y en a qui vont faire une activité de construction d'un tonneau. Voilà. J'arrive. J'arrive. Donc c'est une journée à la fois ludique et comment dire et culturelle presque.
Parce que finalement, la voiture, c'est un peu l'excuse, mais quelque part, voilà, les gens, ils ont envie de se retrouver et de partager des bons moments de convivialité. C'est ça, en fait, ce que les gens viennent chercher dans le club. D'accord. Moi, en l'occurrence, en tant que président et Bernard, en tant que responsable du registre, on s'intéresse forcément un peu plus au côté historique, au côté technique. Mais beaucoup de gens, et effectivement des gens qui achètent des baies, c'est parce qu'ils ont envie de rouler dans une voiture ancienne qui, pour eux, ne pose pas de soucis. C'est un peu ça leur démarche aussi. J'ai d'ailleurs un ami qui doit m'écouter qui a acheté une MGB, il en est mais ravi, il a un sourire jusqu'aux oreilles à chaque fois qu'il roule avec. Donc, c'est top. En tout cas, merci. Et puis voilà, on voulait fêter l'anniversaire de la MGB, 60 ans. 60 ans, ouais. À Beaune en plus. Ouais, bah oui. Je suis quand même très très jalouse de vous. Là, j'aurais bien été vous rejoindre. Et pas que pour la MGB, vous l'aurez bien compris. Je vous embrasse les garçons. Merci. Et puis bonne journée. Enfin, je vous dis même pas bonne journée, je suis sûr qu'elle va être bonne. Christian Lissot, président du club MG France, et Bernard Joubert, responsable du registre MGB. Dans quelques instants, quelle auto choisir? On vous attend tout de suite, 0826 300 300 pour poser votre question et être aidé par Jean-Luc Moreau sur Sud Radio dans On parle auto avec Lolo Perrault. Tout ça en faisant des verres sans en avoir l'air. Roule, le club automobile ouvert à tous présente Sud Radio, on parle auto. Quelle auto choisir? Et avant de conclure notre rendez-vous et de vous laisser passer un bon week-end à l'écoute de Sud Radio, on va accueillir Wael qui nous rejoint dans On parle auto. Salut Wael. Bonjour Jean-Luc, bonjour Laurence. Bonjour, on dit bien Wael? Oui, c'est ça. C'est de quelle origine culturelle ou arabe? Ah, c'est super beau. La phonétique, elle est très jolie. Ouais, c'est très joli. C'est très très beau, c'est très doux. Est-ce que vous êtes aussi, enfin, vous êtes une personnalité douce aussi ou... Parce que des fois, les prénoms, ça joue. Je croyais que vous alliez dire vous êtes doux. Bon, on vous écoute, pardon, ouais. Je m'égare. Je me gare. En fait, je vous appelle, j'hésite entre la Mégane électrique EV60 et la Peugeot ED108, ou aussi la Skoda Enyaq 50. D'accord. Alors, c'est pas tout à fait les mêmes tarifs entre une E-Hit 208 et puis une Mégane E-Tech EV60. Hein. Par contre, oui, j'ai fait. Par contre, Jean-Luc, je fais 150 bornes par jour, qui est de l'autoroute. Ah oui. Alors vous avez intérêt à prendre une voiture avec une batterie un petit peu plus conséquente parce que ça risque d'être short avec la i208. Alors, si vous avez écouté le début de l'émission, vous avez entendu que la Renault Mégane E-Tech a été abondamment récompensée par la presse, alors spécialisée, mais pas forcément spécialisée non plus, mais par contre des journalistes spécialisés dans l'automobile. C'est vrai que c'est une voiture qui est très intéressante, à une exception près, le modèle de base qui s'appelle la EV40, je le dis en français pour que tout le monde comprenne. Oui. Voilà. Qui, elle, n'est dotée que d'un chargeur de 7 kW et pas de charge rapide. Alors, donc là, autant vous dire que celle-là, si vous faites des bornes tous les jours avec, c'est pas possible. Si vous faites 150 km par jour, c'est pas possible. Sur la EV60, donc le modèle au-dessus, vous avez un chargeur 7 kW, donc quand vous chargez chez vous, c'est suffisant. Et vous avez surtout de la charge rapide jusqu'à 130 kW. Ça vous permettra, imaginons qu'un jour vous ne soyez pas rentré chez vous le soir et que le lendemain vous ayez besoin encore de faire 150 ou 200 km, vous pourrez faire de la charge rapide sur une borne rapide. Pour moi, aujourd'hui, la plus séduisante des modèles électriques du marché dans des tarifs... Alors, la EV60, ça démarre à 40 000 € et ça va jusqu'à 45 000 € hors bonus écologique. Donc quand on enlève le bonus, il est encore de 6 000 €. Hein. Et puis il y a certaines aides dont on peut profiter dans certaines régions. Je ne sais pas où vous êtes en ce moment, mais on peut... Paris. Vous êtes à Paris, on peut avoir des aides à Paris. Bon, ça va peut-être pas durer d'ailleurs. C'est clair. Peut-être en profiter. Non, la Mégane E-Tech, pour moi, c'est vraiment le bon choix. C'est vraiment le bon choix parce qu'en plus, vous avez ce qu'on disait tout à l'heure, l'interface aux machines montée dans la voiture. Vous êtes vraiment dans une voiture du 21e siècle avec ce grand écran, avec vous avez Google qui gère tout et franchement, ça marche très bien. Les mises à jour de la voiture seront faites à distance. Il n'est pas exclu d'ailleurs que la vitesse de charge puisse augmenter sans même que vous ayez besoin de passer chez le concessionnaire dans un avenir proche. C'est une voiture qui est c'est puissant. La i208, c'est un petit peu limité en puissance. Vous avez 136 chevaux maximum quand on est sur la position sport, autrement c'est 100 chevaux. La voiture, elle fait quand même 1400 kilos, donc dans les reprises, c'est pas un boulet de canon, alors que la Mégane, à l'inverse, c'est une voiture, au moment où vous appuyez sur la pédale, il se passe quelque chose, c'est réactif, c'est confortable, c'est une voiture qui
et pétrie de qualité. Mais du coup, vraiment. Ça veut dire que Renault là, a vraiment réussi son coup. Oui, ils ont réussi leur coup. Ce qui n'est pas toujours le cas. Alors maintenant, je vais vous dire quelque chose de secret, donc tout le monde va se boucher les oreilles. Si Renault avait raté la Mégane, Renault était foutu. Parce qu'ils ont mis pratiquement toutes leurs ressources de recherche et développement dans ce projet. Ça veut dire que si la Mégane électrique ne se vend pas, la marque est en sursis. Alors là, je sens que je vais avoir quelques retours de Renault à mon avis dans la semaine. Mais il n'y a pas que Renault qui va mal. Non, il y a beaucoup de constructeurs qui vont mal. Les ventes se sont cassées la figure pour le 4e trimestre d'affilée. Voilà, mais Renault, 4e mois d'affilée. Renault a des caisses qui sont vides. Ils ont perdu de l'argent. Enfin, moins l'année dernière, pas l'année dernière, mais l'année d'avant, ils ont perdu beaucoup d'argent. Donc, en recherche et développement, ils ont mis tout ce qu'ils avaient comme ressources dans le développement de la Mégane. Donc si la Mégane est un succès, tant mieux. Si c'est pas un succès, c'est catastrophique. Mais aujourd'hui, quand on la compare à la concurrence, ils ont un coup d'avance. Alors dans notre panel là sur les e-trophées, on n'avait pas de i208, mais on avait un modèle à peu près équivalent avec la même plateforme qui était une Opel. Il n'y a pas photo entre la Mégane et l'Opel. Si vous pouvez vous payer la Mégane qui est un petit peu plus chère. Oui. Je préfère la Mégane. Ouais, y a pas. Franchement, c'est bien. Ça reste une voiture assez compacte. Je crois que c'est 4,36 m de long de mémoire. Et vous avez un grand coffre qui fait 440 litres. Vous avez 4 vraies places. La voiture, surtout le châssis, c'est une référence. Je vais vous dire autre chose. On a roulé, j'étais derrière la Mégane avec la Porsche. Et il faut y aller pour tenir le rythme que met la Mégane. Je ne vais pas dire que la Porsche ne pouvait pas suivre. C'est sans commune mesure, mais c'est pour vous donner le niveau de cette Renault. Franchement, c'est très bien. Et là, pour conclure, neuve, vous la prenez neuve ? Oui, c'est ça. Oui, vous prenez la neuve et puis avec toutes les aides, vous arriverez peut-être à redescendre aux alentours de 32 000 €. Eh ben, bon achat et éclatez-vous bien avec elle. Je pense que vous serez très content. On vous embrasse très fort, Wael. Salut. Bon week-end. Bon week-end à vous aussi. Au revoir. Allez, maintenant on va passer au brève de la semaine pour terminer notre rendez-vous. Sud Radio, on parle auto. La voiture électrique à 100 €, ce sera ni pour tout de suite, ni pour tout le monde. Et pourtant, l'idée lancée par Emmanuel Macron pendant la campagne présidentielle était séduisante, souvenez-vous. Proposer une voiture électrique à 100 € par mois à ceux qui en ont besoin. Cette semaine, la ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher, a déjà précisé que cette offre ne s'adresserait pas à tous les Français, mais seulement à ceux qui en ont le plus besoin. Il faudra voir qui en a le plus besoin. Moi, j'en ai besoin. Elle a ajouté, ça sera sans doute pas pour septembre. En fait, la réalité risque d'être encore bien plus rude. D'une part, à cause de la pénurie de matières premières et de composants électroniques qui augmentent les délais de production des véhicules électriques, et surtout parce qu'aucune voiture électrique abordable n'est fabriquée en France, et on voit mal comment un dispositif d'État pourrait financer un véhicule chinois. Peugeot a dévoilé cette semaine la calandre de la future 408. Un chiffre qui n'avait pas encore été utilisé en Europe de l'Ouest par Peugeot. Ça l'a été dans les pays asiatiques, en Europe de l'Est, et qui colle à merveille à ce concept inédit, puisque la 408, qui sera dévoilée fin juin, prendra la forme d'un SUV coupé. Un type de carrosserie très en vogue en ce moment. Bâti sur la même plateforme que la 308, la 408 en reprendra sans doute les motorisations. Peugeot était très discret, donc il y aura de l'hybride rechargeable et sans doute de l'électrique à 100%. Et puis ce sont exactement les chiffres, 2944 tués sur la route en 2021. Ce sont les chiffres officiels de l'Observatoire national interministériel de la sécurité routière qui viennent d'être publiés cette semaine par rapport à 2019, parce qu'on considère que 2020 était vraiment une année atypique. Ça représente une baisse moyenne de la mortalité routière de 9%. Toutefois, toutes les catégories d'usagers de la route ne profitent pas de cette baisse. Si elle est de 13% pour les automobilistes, on note en revanche une hausse du nombre de morts chez les conducteurs de poids lourds de 22% et de 21% chez les cyclistes. Quant au nombre de morts à trottinettes et autres engins en déplacement en personnel motorisé, il a plus que doublé. Il faudra peut-être se poser la question à un moment. Et puis tous qui vous écoutez Sud Radio et on parle auto, restez prudents. Au week-end de la Pentecôte, il y en a encore qui vont être sur la route, donc soyez prudent, on veut vous avoir avec nous le plus longtemps possible. Salut, la semaine prochaine pour commencer. Oui, on va commencer la semaine prochaine. Mais là, les programmes continuent là sur Sud Radio. Il va y avoir Invino. Après, il y a plein de choses cet après-midi. Samedi prochain, Jean-Luc. On verra tous. Avec envie et avec désir. Salut à Bastien. Merci aussi à Manu. Bastien, c'est le réalisateur. Manu, il était au standard. On vous souhaite un bon week-end à tous.